bonjour à toutes et à tous. Il est 13h45, c'est lundi 8 septembre. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Football éliminatoire de la Coupe du Monde, les Sao du Tchad prêts à affronter les Baréas de Madagascar à Casablanca. C'est 8 septembre, retour sur leur dernier jour d'entraînement avec notre envoyé spécial. Incendie au marché central d'Amtiman, la population s'est mobilisée pour contenir le sinistre, mais des commerçants ont tout perdu. Les autorités locales évaluent les dégâts et cherchent à déterminer les causes du feu. Le 5 septembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté une résolution portant création d'une commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi constitutionnelle visant à réviser la Constitution promulguée le 17 décembre 2023. Une décision qui a aussitôt suscité des réactions contrastées au sein de la classe politique et de la société civile. Reportage Siengambi Daniel Ngenawondum Sentia. À peine annoncée, la nouvelle de l'ouverture du chantier constitutionnel s'est répandue comme une traînée de poudre alimentant le débat public. Dans les rangs de l'opposition, la contestation est immédiate. Le chef de file de l'opposition, Paimi Padaki Albert, a rejeté avec fermeté la perspective de cette révision. Pour le politologue Yamingé Betembaï, une révision après seulement 20 mois de la promulgation fragiliserait la loi fondamentale du pays. C'est dommage en ce sens que si on commence en ce moment, au bout d'une année de mandat d'un président de la République qui doit avoir au moins 5 ans à la tête du pays, quand on commence déjà au bout d'une année à ajuster la loi fondamentale pour que ça corresponde pour que ce soit confortable pour lui, c'est inquiétant parce que cela ouvre la voie à une jurisprudence. On devrait commencer à s'inquiéter qu'il y ait d'autres ajustements dans ce sens à chaque fois que le président ou d'autres acteurs politiques majeurs s'écarteraient de la loi fondamentale. Le processus est désormais enclenché. La commission spéciale aura la charge d'examiner en détail la proposition de loi constitutionnelle avant sa transmission aux instances compétentes. Direction Amatiman où un incendie d'origine encore inconnue s'est déclaré dans la nuit du 6 au 7 septembre. Au cœur du marché central, bilan provisoire, plus d'une dizaine de magasins partis en fumée et de nombreux matériels détruits, mais une forte mobilisation de la population et des autorités a permis de contenir le sinistre. Reportage sur place avec notre correspondant Djumotoum Bongtoloum. Aux alentours de minuit, un incendie s'est déclaré au cœur du marché central d'Amtiman. Très vite, les flammes se sont propagées, réveillant la population entière, mobilisée en urgence pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Selon le maire d'Amtiman, Mohamed Ali Ibrahim, les premières estimations font état de plus de 15 magasins entièrement consumés, avec de nombreux autres matériels réduits en cendres. Les victimes sont là, c'est des femmes et des hommes qui sont là. Et aussi, ils peuvent vraiment avoir leur réaction. Je demanderai à toute la population d'être vigilant et surtout à l'équipe de la Côte Garde. Parce qu'un incendie de tel genre, si on ne connaît pas l'origine, ça peut aussi répercuter encore pour la deuxième fois. Donc, il faut qu'on soit vigilant pour qu'on surveille de temps en temps toutes les actions qui se déroulent au niveau du marché. Sur place, plusieurs commerçants sinistrés témoignent de leur soulagement face à la réactivité des autorités locales et des forces de sécurité qui ont rapidement encerclé le marché pour limiter les dégâts et éviter les pillages. Mais l'inquiétude reste vive. Beaucoup ont tout perdu. Aucun des précédents maires ne nous a aidés comme le maire actuel. Au moment où le marché a pris le feu, il est descendu à nos côtés pour nous aider à éteindre le feu. Ce que nous voulons maintenant, c'est de nous asseoir ensemble pour aménager le marché et laisser désormais un passage aux sapeurs-pompiers. Hier, si le maire n'était pas avec nous, on ne pourra rien sauver. Les dégâts sont énormes, mais Dieu merci. La mobilisation de la population épaulée par les forces de défense et de sécurité a permis de circonscrire l'incendie et d'empêcher une catastrophe encore plus grave. Un élan de solidarité salué par l'ensemble des habitants d'Amtiman.
Dans les couloirs étouffants du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Mère et Enfants, les rires fragiles des enfants se mêlent au regard inquiet des parents. Ici, le combat ne se joue pas contre une simple fièvre passagère, mais contre une maladie chronique, silencieuse, exigeante. Le diabète infantile, une pathologie qui bouleverse la vie des familles et demande un suivi permanent. Ce matin, Saleh marche d'un pas hésitant dans les passages de l'hôpital. Sa fille, Saïda, 3 ans à peine, lui tient la main. Derrière son sourire timide se cache une bataille quotidienne, celle d'un enfant trop jeune mais déjà confronté au diabète. Son père nous confie ses craintes, mais aussi sa détermination à l'accompagner. C'est difficile, mais on n'a pas le choix. Si elle ne prend pas de l'insuline, le taux de glycémie ne baisse pas. Elle pleure des fois, mais nous sommes obligés de lui en administrer. Le cas de Saïda n'est pas isolé. Une étude réalisée entre avril et juin 2023 à l'hôpital universitaire Mère et Enfants de N'Djamena a recensé 61 enfants diabétiques de type 1, âgés de 1 à 17 ans. Tous vivent avec les mêmes contraintes. Injection quotidienne d'insuline, contrôle permanent de la glycémie et vigilance face aux urgences. À long terme, le diabète, la glycémie qui reste élevée affecte les yeux, affecte même la croissance, affecte le cœur, affecte les reins, affecte les nerfs. Donc c'est tout cet ensemble de complications à long terme qu'on vise dans le suivi et faire en sorte que, voilà, au bout d'1 an, il faut voir les reins sont comment, il faut voir les yeux sont comment, ainsi de suite, avec une consultation à néphro, ophtalmo, tout cela pour pouvoir. Chaque vendredi, le docteur Dadi réunit les familles. Il explique comment mesurer la glycémie, administrer l'insuline et reconnaître les signes d'alerte. Un travail d'éducation thérapeutique essentiel, car ici, le diabète ne se soigne pas seulement à l'hôpital, mais au cœur des foyers. Dans quelques heures, les Sao affrontent Madagascar à Casablanca pour leur deuxième match sous les ordres du sélectionneur Raoul Savoy. Une rencontre aux allures de revanche après la défaite concédée face aux Malgaches il y a quelques mois aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Hier 7 septembre, l'équipe a pris ses repères sur la pelouse marocaine avant ce duel. Nesta Yamgoto. C'est sur cette pelouse que les Sao défieront demain 8 septembre l'équipe malgache. Cet après-midi à Casablanca, l'heure était au dernier réglage. Pendant quelques minutes, les joueurs ont effectué la reconnaissance du terrain. Une ultime séance avant d'affronter Madagascar. Demain, les Sao tenteront d'arracher une victoire, une revanche après leur défaite 2-0 face au même adversaire il y a quelques mois. Sur le plan tactique, la défense devrait rester inchangée, exactement comme face au Ghana. En revanche, le milieu de terrain sera probablement remanié. L'animation offensive, elle, devra s'adapter à l'absence de Célestin Ekwa. Le coup d'envoi est prévu demain à 17h heure de N'Djamena. Ça sera la deuxième rencontre officielle pour le nouveau sélectionneur national, Raoul Savoy, en quête de sa première victoire avec les Sao. Et pour terminer, 3 informations à retenir hors du Tchad dans la sélection de Attara Naïtongarti. En Guinée, à l'approche du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, les autorités ont lancé le 6 septembre la distribution des cartes d'électeurs dans tout le pays. À Conakry, malgré la pluie, des habitants se sont rendus dans les centres de retrait, comme à Dixine Mosquée, où le personnel municipal vérifie l'identité et remet des cartes. Ces documents sont indispensables pour voter. Pour beaucoup comme Mamadou, il s'agit d'un revoir civique. Il souhaite soutenir le projet de nouvelle constitution qu'il associe à la stabilité du pays. Cette opération vise à garantir la participation du plus grand nombre au scrutin. Au Soudan, la région du Darfour a été frappée le 31 août par un glissement de terrain dévastateur et a enseveli le village de Tarsine. Une semaine plus tard, des ONG internationales comme Save the Children, Solidarité Internationale ou encore World Relief ont enfin pu accéder au site pour apporter des soins d'urgence et abris aux survivants. Les premières estimations évoquent un bilan extrêmement lourd, potentiellement supérieur à 1000 morts selon les témoignages des habitants relayés par les humanitaires. Caroline Bouvard, responsable de Solidarité Internationale au Soudan, décrit une population choquée et démunie, confrontée à une catastrophe humanitaire majeure.
Au Mali, enfin, la journée du 6 septembre a été marquée par une série d'incidents sécuritaires liés aux djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Dans le sud-ouest, ils maintiennent un blocus autour du Kayes et Nioro du Sahel, perturbant gravement la circulation et l'approvisionnement. À l'est, à Sikasso, des camions-citernes ont été incendiés, mais l'événement le plus marquant reste l'attaque menée dans la soirée à Mopti. Vers 22h, des hommes armés à moto ont pris cible un commissariat, entraînant de violents échanges de tirs avec les forces de sécurité. Au moins 2 personnes ont été tuées et une 3e pourrait avoir succombé à ses blessures. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur notre antenne.